J'ai demandé à Nathalie Bajos de venir présenter la prochaine sur la thématique de la relation entre genre et santé. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, je peux le faire. Qui est directrice de recherche au CNRS et sociologue. Aline Serme. Oui, c'est ça. Voilà. Bonjour. Merci beaucoup de me donner l'opportunité d'échanger avec vous sur les questions de genre et santé. Alors, je tiens à préciser deux choses en introduction. C'est que je ne suis pas du tout spécialiste des questions d'éthique et je ne suis pas du tout philosophe non plus. Donc, je vais intervenir en tant que sociologue sur un sujet qui, vous allez le voir, renvoie un petit peu à ce qui vient d'être évoqué, mais sur un registre forcément différent. Mais je trouve que c'est aussi tout l'intérêt des débats, des séminaires comme ça où des personnes de disciplines différentes interviennent. Alors, la question que j'avais posée, je ne sais pas si elle est écrite comme ça dans le programme, c'était genre et santé, question éthique ou politique. Et en fait, en préparant cette intervention, je me suis rendu compte que je ne serais pas capable de répondre à la question que j'ai posée. Donc, je vais juste me contenter, si vous le voulez bien, si vous ne le voulez pas aussi d'ailleurs, parce que c'est ce que je vais faire, juste de souligner un certain nombre d'interrogations dont je pense qu'elles renvoient à des enjeux éthiques, mais puisque c'est vous les spécialistes de l'éthique, vous me le direz dans le débat. Et d'ailleurs, je vais essayer de laisser un peu de temps au débat. Alors, peut-être d'abord, c'est 20 minutes, c'est ça, pour parler, hein ? 30, d'accord. Vous me préviendrez si je... Ok, donc j'ai eu 2 minutes gratuites. Alors d'abord, peut-être pourquoi parler des questions de genre et santé ? Je vais revenir sur la question de la définition du genre, pas sur celle de la santé, mais sur celle du genre, je vais revenir dessus. Mais peut-être déjà souligner que en France, et c'est une particularité française, c'est une thématique qui n'est pas du tout développée dans le champ de la recherche, absolument pas, contrairement d'ailleurs à ce qui se passe dans d'autres pays. Et une des raisons qu'on peut avancer, c'est une espèce de situation paradoxale, et je reprendrai les termes d'un grand sociologue qui s'appelle Christian Baudelot, qui avait fait une intervention il y a quelques années dans un séminaire, un colloque sur, je ne sais plus le sujet, mais peu importe. Et en tout cas, il disait que ce qui était étonnant dans le domaine de la santé, c'est que c'était la seule sphère sociale où la question des inégalités de genre jouait de manière tout à fait différente de ce qu'on observait dans les autres sphères. C'est-à-dire que, alors que dans le domaine du travail, dans le domaine de l'éducation, etc., les femmes sont toujours dans des positions défavorables. Dans le domaine de la santé, non, elles sont dans une position extrêmement favorable, puisque vous savez que l'espérance de vie des femmes est de plusieurs années supérieure à celle des hommes. Donc c'est un peu contre-intuitif d'aller mettre son nez comme sociologue ou chercheuse ou chercheur en santé publique sur ces questions de genre et santé. Et pourtant, je vais essayer de vous montrer que c'est non seulement un sujet extrêmement intéressant et un sujet extrêmement politique, parce que ça soulève plein de questions. Alors d'abord, pour déconstruire cet a priori, il n'y a pas vraiment de problème, puisque les femmes, elles ont une espérance de vie supérieure à celle des hommes. Ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années seulement, il y a tout un tas de recherches qui ont montré qu'en fait, cet avantage des femmes en matière d'espérance de vie, il était tout à fait relatif. Et un nouvel indicateur a été créé qui s'appelle l'espérance de vie sans incapacité. Et là, alors que l'écart entre les femmes et les hommes est de plusieurs années en faveur des femmes, quand on regarde l'indicateur d'espérance de vie à la naissance, c'est d'ailleurs valable dans tous les pays du monde, hein, c'est un invariant, comme on dit en anthropologie. Quand on regarde l'espérance de vie sans incapacité, là, l'avantage des femmes se réduit de 7-8 ans, il passe à quelques mois. Donc déjà, on voit que, en fait, pour résumer les travaux d'une de mes collègues, Emmanuelle Cambois, qui travaille à l'INED, si les femmes vivent plus longtemps, en fait, elles vivent plus longtemps en moins bonne santé. Donc voilà, ça recadre un peu le débat. Alors,
et vous savez que en fait les inégalités, enfin moi c'est mon domaine, un de mes domaines d'intérêt, l'autre étant la sexualité, mais on en a déjà parlé tout à l'heure, donc je vais pas revenir dessus. Mais un de mes champs de recherche, c'est la question des inégalités sociales de santé, et que les inégalités selon le sexe, ça fait partie des inégalités sociales. Même si dans la littérature en France et dans le monde, quand on parle d'inégalités sociales de santé, on parle des inégalités sociales en fonction du milieu social, de la position sociale, du niveau d'études, etc. Et on n'intègre pas la question du genre comme une inégalité sociale, et moi je vais le poser comme étant une inégalité sociale absolument majeure. Pardon. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire, c'est vraiment ce sujet des inégalités sociales de santé qu'on appréhende le plus souvent à travers l'indicateur de mortalité, hein. Mais il y a aussi derrière la mortalité, il y a toute la question de la morbidité, dans quel état, dans quelle situation de vie on est, dans quel confort de vie on est, quel type d'incapacité on a à avoir. Et je ne vais pas du tout vous abreuver de chiffres, hein, mais c'est juste pour dire que les écarts entre les groupes sociaux sont absolument énormes, hein, puisque si vous prenez juste l'espérance de vie à l'âge de la retraite, il y a plusieurs années d'écart entre un cadre et un ouvrier non qualifié. Donc c'est un enjeu qui est quand même absolument majeur. Alors politiquement, en simplifiant les choses, on peut dire que les ouvriers payent pour les retraites des cadres, mais c'est pas si faux que ça. Ça veut dire que en moyenne, il y a des groupes sociaux, hein, qui vont vivre plusieurs années de moins que d'autres. Des écarts qui s'accroissent entre ce qu'on observe, les écarts dans les groupes sociaux à la naissance, qui s'accroissent au fil du temps et qui marquent des conditions de vie extrêmement différentes entre les ouvriers et les cadres, pour prendre un des critères, mais aussi entre les hommes et les femmes. Alors, je voudrais dire quelques mots sur la question du genre. On en a parlé un peu rapidement tout à l'heure. Le genre, c'est un terme qui est extrêmement polysémique. Tout le monde parle de genre. Alors, ça va de la théorie, la soi-disant théorie du genre. Vous en avez tous entendu parler et l'oratrice précédente en a parlé également. Disons que dans les propos les plus élaborés, on parle de sexe social par opposition au sexe biologique. Et moi, je voudrais essayer de défendre une position qui est pas la mienne, hein, sur laquelle je rejoins des collègues, pour essayer de montrer que l'analyse sociologique des questions de santé avec la perspective du genre donne à voir des inégalités nouvelles et qui posent des problèmes, si ce n'est éthiques, du moins politiques, encore une fois en référence aux inégalités de vie, tout simplement, entre les individus en fonction de leurs caractéristiques sociales, dont leurs caractéristiques de sexe. Alors, sur toutes les définitions du genre qu'on peut retenir, celle que je vais utiliser, parce qu'elle est assez heuristique, c'est une définition sociologique. Normal, je suis sociologue, et c'est le genre, en fait, c'est un concept d'analyse en sociologie qui considère que c'est pas une théorie, c'est pas une variable, c'est un concept d'analyse qui renvoie à un rapport social. Toutes les sociétés sont structurées en fonction d'un certain nombre de rapports sociaux de pouvoir, dont les rapports de genre. Alors les sociologues français, pour celles et ceux qui connaissent, parlent de rapports sociaux de sexe, les anglo-saxons parlent de genre, mais c'est vraiment un concept d'analyse qui caractérise un rapport social qui est bicatégorisé, c'est-à-dire qui scinde la réalité sociale en deux groupes qui sont dans un rapport hiérarchique, les femmes d'un côté comme groupe social et les hommes de l'autre côté comme autre groupe social, et avec une domination d'un groupe sur l'autre. Alors, et je vous laisse deviner quel est le groupe social qui domine l'autre, voilà, pour voir si vous suivez bien. Pour vous donner, il y a d'autres rapports sociaux qui structurent les sociétés, et j'insiste dessus parce que c'est important pour comprendre l'apport d'une analyse en termes de genre. C'est par exemple les rapports de classe, avec les dominés économiquement et les dominants. Et vous avez aussi les rapports de race. Ça dépend des sociétés, mais dans une société comme la société française, c'est les personnes blanches versus les autres. Il y a d'autres personnes, d'autres sociologues qui militent pour la prise en compte d'autres rapports sociaux de pouvoir,
Par exemple, les rapports liés à l'orientation sexuelle entre le groupe des hétérosexuels versus le groupe des non-hétérosexuels, dans lequel on peut mettre beaucoup de sexualités différentes. Alors là, je vais être très... Non, ça va. Alors, si je dis tout ça, c'est parce que quand on parle des questions de genre et santé, en fait, ce qu'on va étudier, c'est tout... ces rapports sociaux, que ce soit des rapports de genre, des rapports de classe, des rapports de race, des rapports de génération aussi, ou des rapports d'orientation sexuelle, tous ces rapports sociaux, en fait, ils conduisent à structurer et à modeler les relations sociales entre individus. Donc on observe les effets de ces rapports sociaux, qui se situent à un niveau totalement macro, au niveau micro, dans les rapports sociaux entre les individus. Et quand je vais parler maintenant d'effets de genre, en fait, je vais me renvoyer de manière un peu simpliste à tous les effets que ce rapport social peut avoir sur les parcours de vie et les parcours de santé des personnes. Alors, j'avais prévu, mais je vais le faire que très rapidement, de revenir sur toutes les différentes approches théoriques du genre, parce que c'est pas pour... étaler la diversité des débats scientifiques. En tout cas, c'est un champ scientifique extrêmement fécond. Vous avez compris, il n'y a pas de théorie du genre, mais il y a différentes façons d'appréhender ce rapport social particulier. Et Anna a dit dans son intervention précédente, elle a fait référence aux approches postmodernistes dont Judith Butler est vraiment l'égérie, si je puis dire, et qui s'appuie beaucoup sur les travaux de Foucault en France. Moi, je vais retenir une approche beaucoup plus matérialiste du genre et dans la lignée de tout un tas d'acteurs scientifiques qui travaillent là-dessus. Et pour considérer que le genre, ça ne renvoie pas uniquement aux enjeux de discours sur lesquels s'appuient beaucoup des gens comme Butler, mais aussi ça renvoie très précisément aux enjeux économiques, d'organisation sociale et matérielle, de rapports de pouvoir, et pas seulement les enjeux que Butler appelle de performatifs. Et que c'est vraiment cette approche-là qui conduit à tenir compte non seulement des rapports de genre, comme ça a été dit, mais aussi, et là c'est le dernier concept que je vais utiliser, mais c'est important pour les enjeux politiques et sans doute éthiques, mais ça c'est vous qui le direz. Anna a fait la critique, a relayé la critique d'un certain nombre de personnes vis-à-vis des approches féministes sur le genre qui ne tiennent pas compte des autres dimensions. En fait, il y a quand même beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le fait qu'il n'y a pas que les rapports de genre qui comptent. Et c'est vrai, il n'y a pas que les rapports de genre qui comptent. Et il y a un nouveau concept qui a été développé un peu plus récemment, dans les années 80, je dirais. C'est celui d'intersectionnalité. C'est un concept fondamental et qui consiste à dire que finalement, ce qui compte, c'est on ne peut pas penser un rapport social indépendamment des autres rapports sociaux qui structurent la société. Et c'est vraiment à l'intersection de ces rapports sociaux que les choses se jouent. Et que le groupe social des femmes, ça veut rien dire. Ça veut rien dire tout simplement parce que être femme blanche en ayant fait HEC et étant à la tête de telle, même s'il n'y en a pas beaucoup, à la tête d'une grande entreprise, ça n'a évidemment rien à voir avec le fait, je caricature, mais c'est pour montrer, d'être une femme noire, femme de ménage, sans contrat de travail, dans une boîte quelconque ou même chez un particulier. Donc tout ça pour dire que voilà, la position je parle de genre et santé parce que je considère que dans le domaine de la santé, bien sûr, tous les rapports sociaux sont intéressants, sont importants, et d'ailleurs les sociologues qui travaillent là-dessus sur l'intersectionnalité parlent vraiment de ces différents rapports sociaux, mais ils ne les structurent pas. Et il me semble que dans le domaine de la santé, c'est important de considérer qu'ils n'ont pas le même statut théorique et explicatif, pour une raison, je dirais, assez simple, et même si je vais essayer de dire le contraire juste après, c'est que parmi ces rapports sociaux, il y en a quand même un qui est, pour moi, prédominant d'un point de vue théorique, c'est les rapports de genre dans le domaine de la santé, parce que même si tout ne s'explique pas par des différences biologiques entre femmes et hommes, d'abord il y a quand même des différences biologiques entre hommes et femmes qu'il n'y a pas entre les groupes sociaux et qu'il n'y a pas entre les groupes selon
race avec, évidemment, je mets des guillemets quand je parle de race. Hein. La race n'existe pas, mais le racisme existe. Fermez la parenthèse. D'abord, donc, parce que les différences biologiques entre femmes et hommes existent et pas pour les autres rapports sociaux. Et ensuite, parce que pour des raisons biologiques également, les femmes ont partout une proximité au système de soins qui est tout à fait particulière, avec le suivi gynécologique qui les conduit, les maternités, etc., qui les conduisent entre 15 et un âge plus avancé à une proximité très forte avec le système de santé que n'ont pas qu'ont beaucoup moins les hommes. Alors tout ça étant dit, qu'est-ce qu'on fait de ce concept de genre et qu'est-ce qu'on fait de ce concept de sexe et comment on articule les deux? Souvent, on pense les deux de manière différente. On dit qu'il y a des effets biologiques qui jouent sur l'état de santé et puis il y a des effets sociaux, pour dire les choses rapidement, qui viennent s'ajouter pour expliquer les différences de santé. Et il y a un champ qui me paraît particulièrement fécond, c'est de considérer, contrairement à ce qui est fait dans la littérature où il y a une confusion totale entre sexe et genre, si vous regardez un peu tout ce qui est publié, en fait, les anglo-saxons, ils parlent de gender pour parler de sexe, donc ça rajoute à la confusion, et les Français, ou les autres d'ailleurs, confondent allègrement genre et sexe. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les sciences biomédicales, elles tiennent pas compte des effets sociaux, elles se focalisent sur des effets biologiques. Quand je dis biologique, c'est au sens large, c'est aussi bien biologique, hormonaux, physiologiques, etc. Et les sciences sociales, souvent, elles s'occupent que du social sans tenir compte des déterminants biologiques. Et en fait, ça pose un problème parce que il n'y a pas d'un côté le biologique et d'un côté le social. En fait, il y a une interaction, une intrication entre le social et le biologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté des effets de sexe et des effets de genre pour rendre compte de l'état de santé, mais il y a vraiment, c'est pas addictif. Sexe et genre, ça joue pas de manière additive, ça joue de manière interactive. Il y a beaucoup d'auteurs, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer à travers trois exemples, mais comme j'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé, c'est pas malin. Il est parti où mon... Je suis là. Coucou. Je change de place. Ça va? J'ai encore 10 minutes ou pas? 15 minutes. 15 minutes, d'accord. Alors, je vais essayer de vous donner quelques exemples pour sortir de ces considérations un peu générales. C'est par exemple dans les problèmes, enfin cette idée, j'insiste juste pour finir sur cette idée centrale, il n'y a pas les effets biologiques d'un côté qui seraient augmentés par les effets sociaux ou pas. Le biologique incorpore le social. C'est pas deux choses différentes. Vous prenez par exemple la question de l'exposition au stress psychosocial. C'est pas n'importe qui est exposé à des situations de stress, et on sait que ça joue, un exemple, mais parmi plein d'autres, hein, que ça accélère les problèmes d'athérosclérose. Donc c'est une exposition au stress qui n'est pas indépendante, et ça a des effets directs sur la façon dont les individus vont réagir au vieillissement accéléré qui va bien sûr s'accompagner d'une plus grande fréquence des maladies cardiovasculaires. Alors, mon propos que je vais essayer de vous démontrer à travers des exemples précis, c'est que quand on ne tient pas compte des effets de genre pour analyser les questions de santé, on contribue à attribuer des différences de sexe biologique qui relèvent en fait de facteurs sociaux. Et de fait, on contribue à dépolitiser complètement les questions de santé. Et ce n'est pas qu'un enjeu militant, c'est un enjeu théorique, mais c'est aussi un enjeu du coup qui a des répercussions extrêmement importantes sur la manière dont on va prendre en charge, organiser les systèmes de santé et prendre en charge les individus, et qu'en ne prenant pas en compte les effets de genre notamment, on contribue à dire la différence elle est liée au sexe, et d'un point de vue de recherche, aller rechercher au sexe biologique, j'entends rechercher des facteurs d'ordre biologique, hormonaux, génétiques, etc., alors que les facteurs sont éminemment sociaux et s'incorporent dans le biologique. Je vous donne un exemple pour vous convaincre d'écouter la suite de ce que je vais vous raconter. Par exemple, la maladie d'Alzheimer. Tout le monde sait ce que c'est, même si c'est extrêmement flou à définir. Enfin, vous savez toutes et tous que c'est très, très majoritairement des femmes qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Et il y a un nombre de publications
énorme qui se focalise sur les déterminants biologiques de la maladie d'Alzheimer. Alors, il ne s'agit pas du tout de dire que ces déterminants biologiques n'existent pas, mais il s'agit de dire que tout simplement, quand on tient compte du fait que pour des raisons démographiques, il y a beaucoup plus de femmes âgées que d'hommes âgés, quand vous ajustez sur l'âge, en fait, il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes dans la prévalence de la maladie d'Alzheimer. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer parce qu'il y a beaucoup plus de femmes vieilles dans la société française. C'est pareil aux États-Unis, dans toutes les sociétés occidentales. Si vous regardez en neutralisant cet effet-là, en fait, les femmes et les hommes ne sont a priori pas plus touchés par la maladie d'Alzheimer. C'est un tout petit exemple, mais c'est intéressant parce que ça vous montre que quand vous dites « Oh là là, c'est une maladie qui touche les femmes », ça invite à aller regarder du côté de facteurs génétiques, hormonaux, etc., etc. Alors que quand vous dites « Les femmes et les hommes sont touchés de la même manière », ça invite à d'autres pistes d'analyse. Voilà. Alors, je vais maintenant maintenant que vous êtes convaincus que c'est intéressant de regarder dans ce sens-là, je vais vous donner des exemples concrets et à deux niveaux. Un premier niveau qui me paraît important par rapport à ce que je crois vous discutez pas mal ici, c'est au niveau, et puis il y a eu une question précisément sur ce sujet, sur la question de la prise en compte. Comment les effets de genre, la non prise en compte des effets de genre, donc contribuent à essentialiser des questions dans la production des connaissances scientifiques. C'est-à-dire que les biais de genre dans la connaissance scientifique, c'est un vrai problème. Et je vais vous le démontrer très rapidement. Et la deuxième démonstration que je vais faire, c'est... démonstration, ça peut paraître prétentieux. Le deuxième élément que je vais vous donner comme matière à réflexion, c'est comment les biais de genre contribuent dans certains cas à laisser les hommes de côté et dans d'autres cas à laisser les femmes de côté dans la prise en charge des maladies. Alors, sur la question de la connaissance de la production des connaissances scientifiques, je vais prendre l'exemple des cancers professionnels. Parce que je trouve que c'est un enjeu très intéressant et que surtout, mais aussi parce qu'il y a un étudiant qui soutient sa thèse demain sur ce sujet-là que j'ai co-encadré avec une collègue épidémiologiste et je trouve qu'il a fait un travail passionnant. Même si vous n'êtes pas épidémiologiste, vous allez comprendre. Il a regardé comment se construisaient les connaissances scientifiques en épidémiologie des maladies professionnelles et il en est arrivé à la conclusion que je vous donne tout de suite, que la façon dont les connaissances scientifiques étaient produites à cause des biais de genre contribuait à invisibiliser les cancers professionnels chez les femmes ouvrières non qualifiées et dans ce groupe-là spécifiquement. Et pourquoi ? D'abord, il a regardé qu'est-ce qui était publié sur le sujet. On travaille beaucoup sur les hommes. Il y a des études qui sont publiées sur les femmes et les hommes, beaucoup que sur les hommes, quelques-unes sur les femmes et les hommes, pratiquement pas sur les femmes. Première étape, donc c'est un sujet qui n'est pas un sujet d'intérêt pour les chercheurs. Les chercheurs sont évidemment des acteurs sociaux aussi. Et ils sont pleins de biais de genre aussi, comme tout le monde, sauf ceux qui travaillent sur le genre. Donc, il y a cette idée de très peu de recherche. Deuxièmement, il a montré que les méthodes d'analyse qui étaient utilisées par les épidémiologistes pour mesurer l'exposition au risque, donc la question pour savoir si vous êtes exposé ou pas à des facteurs de risque, il faut faire il faut des outils de mesure de cette exposition au risque. En fait, ces outils, ils ont été construits sur la base de métiers occupés par des hommes et du coup, on extrapole, ça marche pour les femmes. C'est ce qu'on appelle le masculin neutre. Donc ça contribue, ces outils genrés par les professionnels de santé, ça contribue à ne pas repérer le risque chez les femmes. Et il a fait j'ai pas le temps je pourrais dire en débat si vous voulez plus, mais en tout cas, il a montré que les outils de mesure du risque étaient basés sur du masculin neutre, des métiers masculins, et donc rataient toute une partie de l'exposition au risque pour les femmes. Ensuite, il a montré qu'au niveau de l'analyse statistique, les méthodes qu'on utilisait, qui ne regardaient pas spécifiquement, qui ne posaient pas l'hypothèse qu'il pouvait y avoir des effets spécifiques dans le groupe social des femmes et dans le groupe social des hommes, et qu'on mélangeait tout le monde. Comme on mélange tout le monde et qu'on a plus d'hommes, ce qui se passe chez les hommes écrase ce qui se passe chez les femmes. S'il y a des épidémiologistes dans la salle, ils doivent avoir les cheveux qui se dressent, mais l'idée, elle est quand même celle-là, vraiment. Et donc, du coup, il a fait des modèles alternatifs et il a montré que les femmes qui étaient vraiment exclues de ces études, enfin, chez qui on ne décelait pas le risque, c'était les ouvrières
non qualifiées qui travaillent dans les métiers du nettoyage, celles que j'évoquais tout à l'heure, et qui sont exposées à des solvants. Voilà. Et donc, elles sont malades, elles ne sont pas repérées dans les études. Donc, derrière, il n'y aura pas de prévention auprès de ces femmes en particulier. Il n'y aura pas de reconnaissance en maladie professionnelle de ce type de cancer, etc., etc. Donc, vous voyez que la question de la façon dont la connaissance scientifique est produite en lien avec des effets de genre est un enjeu extrêmement important. J'ai encore 5 minutes parce que j'ai encore oublié de ce que vous m'avez dit, pardon. Oui. Je regarde à chaque fois. Allez, je les prends. Ah, c'est gentil, merci. Le deuxième exemple que je voudrais vous donner sur la question des biais de genre, c'est par rapport au parcours de santé des individus, des femmes et des hommes qui peuvent être différents pour des raisons des effets de genre, et que si les professionnels de santé n'ont pas ça, ne sont pas vigilants sur ces questions-là, ça donne des prises en charge qui sont extrêmement problématiques. Du coup, je vais parler des maladies cardiovasculaires et de la dépression parce que c'est deux choses qui sont intéressantes. Je vais simplifier mon propos, mais c'est basé sur des choses extrêmement sérieuses, mais je le simplifie dans l'expression parce que sinon ça va être beaucoup trop long. J'ai pris ces deux exemples parce qu'ils jouent de manière opposée. C'est pour bien montrer que les effets de genre, je veux dire, même si statistiquement c'est les femmes qui en pâtissent le plus, les hommes en pâtissent aussi de ces effets de genre. La dépression, vous savez, vous savez peut-être pas, mais elle est diagnostiquée à partir d'échelles de dépression, enfin il y en a plusieurs, et il y a des travaux qui montrent que ces échelles de dépression sont, un peu, ça rejoint ce que je disais juste avant, elles sont genrées. Il y a une liste d'items et selon ce que vous répondez aux items, vous allez être catalogué de tel et tel type de dépression. Et je vous donne juste un exemple vraiment intéressant. Dans ces échelles de dépression, il y a plein d'items. Il y en a, ça dépend des échelles parce qu'il y en a qui sont en 8, en 20 ou en 30 items. Mais il y a un item qui revient tout le temps, c'est « je suis triste », souvent, parfois, etc. « Je suis triste ». Je suis triste, réfléchissez 2 secondes, c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup plus aux filles à dire qu'à un garçon, dans tous les enjeux de socialisation. Et que quand on mesure la dépression, qu'on compare la dépression entre les femmes et les hommes en enlevant cet item, l'écart très important qu'on trouve entre les sexes dans toutes les enquêtes en population générale se réduit drastiquement. C'est juste pour donner un exemple sur le fait que l'outil qui est utilisé pour mesurer la dépression est lui-même genré et conduit à sous-diagnostiquer la dépression chez les garçons. Vous avez l'exemple qui est assez connu de l'autisme chez les tout-petits. Une petite fille qui joue pas, qui reste dans son coin, etc., elle attire beaucoup moins l'attention qu'un petit garçon qui est tout seul et qui est réservé, parce que c'est un comportement pour un petit garçon qui n'est pas attendu socialement et qui est beaucoup plus attendu chez une petite fille. Et il y a des études qui montrent très clairement un sous-diagnostic de l'autisme chez les petites filles, parce qu'on considère que c'est un comportement qui est socialement attendu et ça n'alerte pas. Voilà. Alors ça, c'est un exemple pour vous montrer que du coup, les hommes qui sont confrontés à des troubles dépressifs sévères, finalement, sont beaucoup moins diagnostiqués et plus tardivement diagnostiqués. Et la dépression sévère étant une véritable maladie qui appelle des traitements qui sont extrêmement efficaces, les hommes sont donc en retard dans cet accès au traitement par les professionnels de santé. L'exemple des maladies cardiovasculaires est un exemple intéressant parce qu'il joue dans l'autre sens. Je vais prendre l'exemple classique, mais quand même qui pose question, de l'infarctus du myocarde. Il y a beaucoup d'études qui montrent... alors, c'est des études, c'est intéressant, c'est des études qui sont faites par des cardiologues, mais ils voient des différences femmes-hommes, mais ils ne savent pas les expliquer. Et en fait, on voit que les femmes, elles appellent beaucoup plus souvent pour leur partenaire homme que pour elles, à symptômes équivalents. C'est-à-dire que des douleurs thoraciques chez leur compagnon va les conduire à appeler directement le SAMU ou des services d'urgence. Les mêmes symptômes chez elles vont beaucoup moins s'affoler et pas appeler, et elles ont un délai d'accès à symptômes équivalents aux services hospitaliers spécialisés
largement retardé. Alors cet effet parce que ça renvoie aussi, là je simplifie, mais à toutes les questions de socialisation, sur la question de la douleur, on l'exprime pas, etc., etc. Donc ces femmes c'est la première cause de mortalité chez les femmes, hein, les maladies cardiovasculaires, c'est pour ça que je prends aussi cet exemple. Donc les femmes, elles s'alertent beaucoup moins. Et puis quand elles s'alertent, elles arrivent plus tard, donc. Et puis quand elles arrivent, elles se trouvent confrontées à des professionnels de santé, ça c'est assez incroyable, qui ont des outils, ce qu'on appelle des guidelines, qui les aident à poser un diagnostic et à dire quel est l'examen clinique nécessaire qui va aller de l'échographie à la coronarographie, etc., etc. Ces guidelines, et je parle des guidelines de la Société européenne de cardiologie qui était en vigueur encore il y a 3 semaines, alors sauf si les choses ont changé depuis. Ces guidelines sont genrés au sens où le sexe est une variable qui est utilisée pour dire si oui ou non on doit avoir tel type d'examen. Et en gros, les femmes, elles n'ont jamais dans ces guidelines le droit à directement avoir une coronarographie qui est un outil diagnostique radiologique invasif et qui permet de tout de suite repérer, enfin c'est l'examen clinique le plus efficace par rapport à d'autres techniques non invasives qu'on peut utiliser. Donc les femmes, elles arrivent plus tard, elles s'affolent beaucoup moins bien, elles arrivent plus tard et elles n'ont pas les mêmes traitements quand elles arrivent à l'hôpital. Et il y a une étude qui est parue, je ne résiste pas au plaisir de vous donner le résultat, il y a 15 jours, sur ce qui se passe dans les camions du SAMU. Eh ben, les femmes et les hommes ne reçoivent pas le même traitement par rapport à une pathologie identique. Et c'est pas du tout pour dire que les médecins sont mauvais, c'est pas du tout l'enjeu, c'est pour montrer à quel point ces effets de genre jouent à tous les niveaux, à la façon dont les personnes vont percevoir, ce qui va déterminer ou pas qu'elles aient recours au système de soins, que dans le système de soins, elles vont pas être prises en charge de la même façon, elles vont pas avoir les mêmes examens diagnostiques et elles vont pas recevoir le même traitement. Voilà. Et je pourrais multiplier les exemples pas à l'infini, mais enfin je pourrais vous en donner beaucoup d'autres, mais je vais m'arrêter là. Et j'espère vous avoir convaincu que essayer de chausser les lunettes du genre pour travailler sur la question des inégalités sociales de santé, mais pas qu'avec la question du genre. Je pense aussi vraiment tout le temps, hein, même si je ne l'ai pas répété à chaque fois, le groupe social des femmes, ça ne veut rien dire. C'est socialement, elles sont qui ? Elles sont de quelle couleur de peau ? Parce qu'il y a des études, et voyez ce qui s'est passé au SAMU récemment, là, ce qui a fait la une de la presse. C'est pas pour rien non plus que les réponses des professionnels ne sont pas les mêmes selon les caractéristiques sociales des individus. Alors, la question de genre et santé, pour reprendre ce que j'avais posé en introduction, je pense que c'est une question assurément scientifique, ça c'est clair, parce qu'on voit on met au jour des enjeux qu'on met pas, enfin nouveaux en termes de connaissances scientifiques. Sur les questions d'interaction entre sexe et genre. Ça éclaire d'un regard nouveau la question des inégalités sociales de santé. Et c'est important pour des chercheurs comme moi qui travaillent dans le domaine de la santé publique parce qu'en mettant au jour des facteurs sociaux, c'est des facteurs sur lesquels les politiques de santé sont susceptibles de pouvoir jouer. Alors après, ça a aussi à terme des effets sur tout simplement la vie des individus, hein, de mourir ou pas mourir, d'avoir 7 ans de moyenne en moyenne de vie en moins, c'est pas rien, sans même parler des questions de vivre en bonne santé ou pas en bonne santé. Et donc, est-ce que c'est éthique, je terminerai par là, de ne pas regarder les effets de genre quand on travaille dans le domaine de la santé. Merci.